Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette présentation exceptionnelle des projets divers du DDJV de l'Université de Sherbrooke. Ce projet de 4 mois a pour but la création d'un jeu vidéo d'action en temps réel en C++ sur le moteur Unreal. Notre équipe, les Black Hammer Pangolins, est composée de Victor Baudin, Tristan Carbonneau, Clément Florent, Marc Lecanu, Samuel Prou et Maxime Visuge. Notre jeu, Underrated Resistance Spacecraft, est un jeu d'infiltration en coopération dans un monde cyberpunk et spatial. Le but du jeu est de compléter de courtes missions dans des environnements générés procéduralement. Contrairement à certains jeux du genre, la méthode furtive sera la seule méthode viable pour le joueur. Comme dans Deus Ex, le joueur pourra améliorer son corps pour accéder à de nouvelles capacités, et ces améliorations affecteront également l'esthétique de son personnage. Après un court trailer, nous vous présenterons les fonctionnements des différentes parties techniques de notre jeu. Bon visionnage. Le lobby permet aux joueurs de se connecter et d'ajuster leur équipement. Puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif, tous les joueurs connectés seront des coéquipiers lors de la prochaine mission. Étant donné le modèle réseau d'Unreal, nous avons décidé de mettre en place un système qui permet aux membres de l'équipe de venir connecter leur système de manière transparente aux autres systèmes développés par d'autres membres. Un système est enregistré pour fonctionner que du côté client ou serveur et non les deux à la fois. Ceci améliore la compréhension du code afin d'être en mesure d'identifier rapidement si le code en question est exécuté sur le client ou le serveur. Lorsqu'un système doit communiquer en réseau, il peut faire appel à l'un des services disponibles afin de transmettre l'information vers le serveur ou vers les clients. Ce fonctionnement évite les problèmes de pointeurs nuls lorsque le client doit attacher des délégués à des appels vers les services alors que ces derniers ne sont pas encore répliqués. Les missions visibles dans le lobby sont générées selon le schéma suivant. Elles sont organisées hiérarchiquement avec des objectifs principaux et secondaires. C'est cette hiérarchie qui définit de manière aléatoire les conditions d'accomplissement et le caractère obligatoire d'un objectif. Le joueur peut ensuite choisir la mission à accomplir. Le système va alors supprimer toutes les missions non choisies et activer celles sélectionnées. La cible sera alors désignée, liée à l'objectif, et une fonction lui sera assignée par un délégué pour actualiser les objectifs au bon moment. La génération du niveau est divisée en 3 grandes étapes. La génération de la disposition des salles, de la disposition de la décoration, ainsi que la génération des graphes utilisés par l'IA. Pour la génération des salles, l'algorithme se divise en 5 étapes. On commence par subdiviser la grille en rectangles adjacents. On remplit ensuite les endroits vides en étirant les rectangles précédemment générés. Bien entendu, étirer un rectangle implique qu'il peut devenir plus grand que le maximum attendu. On divise alors les rectangles trop grands en plus petits rectangles. On génère alors les corridors entre les salles et on termine en ajoutant les trous dans les murs qui serviront d'espace pour les portes. Une fois la décoration placée, les graphes requis, comme celui visible en gris représentant les corridors, sont générés et accessibles pour le système de l'IA. Il a été décidé que la décoration des salles se ferait de manière totalement procédurale et sans aucun modèle de salle. Mais ce genre de placement n'est pas du tout contrôlé naturellement, et il faut instaurer des règles définissant le placement des objets pour avoir un contrôle dessus. Pour garder de la cohérence, une arborescence d'objets a été mise en place. Cela permet également d'ajouter de la variété aux différentes règles de placement avec des règles impliquant deux objets, le parent et l'enfant. Pour le placement d'un objet dans la salle, sa rotation est définie aléatoirement ou selon celle de son parent. Sa position, elle, est choisie parmi celles disponibles selon la règle de placement. Un offset peut également être défini pour rapprocher plus ou moins un objet enfant de son parent selon la forme de celui-ci. Chaque objet est représenté par une boîte,
et un système de kit calcule une seconde boîte qui englobe le parent et ses enfants afin de pouvoir le placer sans problème. Le générateur de salle va ensuite prendre pour chaque kit ces informations, et selon les dimensions de la salle et des objets déjà placés, trouvera un endroit pour le mettre dans la salle. Ainsi, comme le kit est placé, toute sa hiérarchie peut l'être, et chaque élément composant ce kit est ensuite placé un à un dans celui-ci selon la même logique de placement. Une carte d'influence est utilisée comme support pour notre IA. Cet outil permet de représenter le monde en donnant une valeur d'intérêt à chaque case d'une grille. Pour cela, on récupère la disposition du niveau, sa taille, la position des murs et des portes, afin de créer une grille 2D. On peut ensuite y propager de l'influence comme bon nous semble en ajustant les différents paramètres de propagation proposés par Alex Champandard. Le premier est le moment, coefficient permettant de biaiser la chaleur vers son ancienne ou sa future valeur. Le second est le délai, coefficient modifiant la portée de la propagation. Et enfin la fréquence de mise à jour qui dépendra surtout des ressources disponibles. Dans notre cas, l'IA se dirige toujours vers le point le plus chaud de son entourage, c'est-à-dire le point ayant l'influence la plus élevée. L'IA fait baisser l'influence de son entourage à son passage afin de marquer les zones comme déjà visitées. Une structure de couches permet à chaque IA d'avoir sa propre carte d'influence. Il y a en effet une couche par IA ainsi que des couches réservées à des éléments dits déclencheurs, comme les objets suspects ou les signaux sonores et visuels engendrés par le joueur. De plus, chaque couche possède ses propres coefficients précédemment cités. De ce fait, il est possible d'avoir par exemple un objet suspect qui dégage une forte chaleur dans un très petit périmètre, tout en ayant un point de patrouille qui dégage de la chaleur sur toute la carte. En réalité, chaque couche possède un vecteur de flottant représentant son influence. Les opérations entre couches sont donc de simples additions entre vecteurs, ce qui facilite les calculs. L'intelligence artificielle dans un jeu d'infiltration est un pilier central qui permet d'assurer à la fois le plaisir de jeu, mais aussi la cohérence de l'univers. L'idée la plus importante de notre projet est la modularité de nos personnages liée aux augmentations cybernétiques dont ils disposent pour effectuer certaines actions. Nous avons étendu cette idée aux personnages non joueurs que nous appellerons NPC par la suite. Chaque NPC dispose d'une gamme d'actions aussi étendue que le joueur. Le nombre de combinaisons possibles entre ces actions nous a fait préférer un algorithme de planification, aussi appelé GOP, pour la prise de décision. Cet algorithme servira à choisir les actions à réaliser par l'IA en situation de combat avec le ou les joueurs. Notre intelligence artificielle part de 3 objectifs fondamentaux pour agir. Nous allons voir chacun de ces objectifs. Nous avons d'abord l'objectif de patrouille dans lequel nos NPC vont se contenter de suivre un trajet prédéfini dans le niveau. Ensuite, nous avons la recherche qui se déclenche lorsque ce dernier entend un bruit suspect ou sort d'une situation de combat d'où le joueur s'est enfui. En réalisant ces deux objectifs, le NPC va suivre des points de chaleur situés sur l'influence map. Dans un cas, la chaleur sera émise par les points de patrouille successifs, dans l'autre, par la source du bruit suspect ou encore la dernière zone connue du joueur. Enfin, la situation de combat dans laquelle nos NPC vont se servir de leur capacité spéciale. Quand un joueur est repéré par un NPC, ce dernier entre en combat. Le planeur va ici prendre le contrôle de la succession des actions à réaliser afin d'atteindre l'objectif de tuer le joueur. Certaines actions, comme le tir de tranquillisant ou le taser, ont comme effet de tuer le joueur. Mais le NPC doit d'abord se trouver dans une situation favorable, comme derrière le joueur, ou à un point de couverture pour pouvoir utiliser une telle action. Nous avons en effet un système de Smart Objects pour nos NPC, comme des couvertures ou des alarmes, qui vont leur ajouter des actions possibles dans leur prise de décision en fonction de leur proximité. Toutes ces actions sont ensuite traitées par le GOP, qui choisit la meilleure suite d'actions à réaliser selon lui pour tuer le joueur. Le choix d'un de ces 3 objectifs est déterminé par une machine à état, en fonction du niveau d'alerte défini par les senseurs. En ce qui concerne la détection du joueur, nous avons choisi d'étendre les possibilités du système de perception d'Unreal. Avec nos ajouts, l'IA dispose de 2 cônes de vision, un large et un plus fin. Lorsque le joueur entre dans l'un des cônes, il déclenche un timer. Le niveau de suspicion augmente alors progressivement jusqu'à la fin du timer, où le joueur est alors détecté par l'IA. L'intérêt d'avoir 2 cônes de vision est que pour le cône de vision fin, on peut avoir un délai plus court de sorte que l'IA détecte quasi instantanément le joueur quand il est en face de lui. La mécanique sur laquelle nous avons voulu construire notre jeu est celle de la customisation du corps de notre personnage. Chaque partie du corps peut être modifiée pour obtenir une capacité particulière. Cela s'applique également à l'IA, lui offrant les mêmes capacités que le joueur. Ces capacités vont du lancement de projectiles à l'utilisation de post-process, offrant au joueur un large éventail d'actions pour compléter les missions.
Pour réaliser cela, un membre est représenté par un dataasset contenant le mesh de la partie du corps et une capacité sous la forme d'une classe. On ajoute à cela des images et une description pour l'inventaire, et des énumérations afin de faciliter la catégorisation pour le code. L'utilisation de ces données se fait côté client par la fusion des meshes par la classe merge d'Unreal, et côté serveur par la création du comportement et des liens entre ces méthodes et celles du personnage via des délégués. Les actions sont effectuées sur le serveur via un appel RPC, car elles peuvent, entre autres, nécessiter la création d'un acteur sur tous les clients. Une capacité de base possède deux méthodes représentant l'appui et le relâchement des touches associées, utilisées pour les délégués, le joueur qui la possède, et un timer permettant de gérer le temps de rechargement. À cela, on peut ajouter une capacité tout ce dont elle a besoin pour remplir sa fonction. Cela permet de déplacer une partie des fonctionnalités hors de la classe principale du personnage, mais sans compliquer leur création. Pour ajouter à l'approche data-driven, les paramètres de ses comportements et des objets qu'il crée sont facilement personnalisables lors de la création d'un blueprint correspondant. Pour permettre aux joueurs de sélectionner facilement les capacités et le physique qu'ils souhaitent, l'inventaire offre l'affichage des informations des différents membres, de les équiper et de les visualiser sur son personnage. Pour favoriser la coopération entre les joueurs et faire en sorte que la communication entre eux ait un réel impact sur l'environnement du jeu, nous avons décidé de créer un système de voice chat. Il nous permettra de brouiller la communication entre les joueurs et faire en sorte que les IA détectent ceux qui parlent. Pour faire fonctionner ce système, on a besoin de différents acteurs que l'on spawn au début du jeu. Un manager, un émetteur et un récepteur. Quand on démarre l'enregistrement sur un client, on peut voir que le volume ne varie pas sur ce client. Mais il varie sur l'autre client, celui qui reçoit le signal audio. On a donc bien le signal audio capturé par le micro qui transite via le réseau pour être joué sur un autre client. Ce système est composé d'une librairie codée en C++ classique et d'un module codé en C++ Unreal. Pour les entrées et les sorties, on utilise une librairie externe à laquelle nous avons ajouté des classes threadSafe facilitant notre cas d'utilisation. On a ajouté une classe émettrice qui, lorsque l'on veut démarrer l'enregistrement, lance un thread via lequel on va écrire dans un buffer à chaque tick. Une fois que ce buffer est rempli, on l'envoie au récepteur et on reprend l'enregistrement dans un buffer vide. Lorsque notre classe réceptrice reçoit un buffer à jouer, elle l'ajoute en bout d'une file circulaire threadSafe. Une fois le streaming lancé, on peut lire le début de cette file et écrire en bout de file de manière concurrente. Là où on a besoin d'Unreal, c'est pour le transport du signal en réseau. Les acteurs d'émission et de réception utilisent les classes de la librairie, mais transforment la donnée du signal vers un type qu'Unreal peut répliquer. En théorie, on pourrait alors avoir un voice chat totalement opérationnel. Il nous reste cependant un dernier problème à résoudre, qui est la taille des données que l'on veut répliquer, 700 kilooctets envoyés chaque seconde. Nous allons donc compresser ce signal à la manière de la compression MP3, c'est-à-dire en déterminant les fréquences utiles via une transformée de Fourier et en ne transmettant que ces fréquences utiles. Merci de votre attention, nous sommes disponibles sur le salon écrits et vocaux du Discord pour répondre à toutes vos questions.